vient d'une époque où la musique était vraiment calquée sur le langage. Ça s'entend, n'est-ce pas? On est dans un moment où on pourrait entendre des mots, ça fait penser à un récitatif d'opéra ou une oraison ou quelque chose comme ça. C'est donc une des caractéristiques de l'époque. Et c'est par ce biais-là que j'ai pensé aborder la question des rapports entre la musique et le langage, qui sont un très vaste sujet. Et alors, pour me seconder, surtout pour nous donner ces lumières, apporter ces lumières, je suis très heureux d'accueillir Constant Bonnard, qui est un assistant doctorant à l'Université de Genève, qui est un musicien aussi à ses heures, dans un groupe rock, et qui est un bachelor de musicologie, et qui est un linguiste. Et donc, il a vraiment un éventail très large. C'est l'intervenant idéal pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. Oui, bienvenue. Donc, quand on lit, quand on se renseigne un peu sur la musique des 17e et 18e siècles, on apprend que les compositeurs, qu'on attendait des compositeurs qu'ils maîtrisent l'art de la rhétorique. Alors, qu'est-ce que c'est que la rhétorique? La rhétorique, c'est l'art du discours, l'art de présenter des idées de façon claire afin que tout le monde comprenne ce qu'on a envie de dire. Et ça s'applique également à la musique, c'est ça qui est assez intéressant. C'est une idée que les Grecs avaient déjà et qui était très développée en effet pendant l'ère baroque. C'est ça, oui. Donc, si vous allez écouter une plaidoirie ou enfin, un discours, la personne qui prépare sa plaidoirie va s'atteler à la tâche de la rendre très claire déjà dans sa structure, et il va faire des effets de manche, comme on sait bien, n'est-ce pas, pour convaincre. Enfin, on va peut-être détailler un peu tout ça. Et dans cela, l'avocat qui fait une plaidoirie et le musicien qui fait un récital, disons, ils ont quand même beaucoup de points en commun, parce qu'il faut aussi garder l'attention de l'auditoire et le toucher si possible, etc. Donc, alors, dans les différentes lois de la rhétorique, il y en a certaines qui se paraissent plus en rapport avec la musique. Enfin, moi, j'avais retenu la structure, la mémorisation et l'exécution. Ça fait partie des canons de la rhétorique, mais c'en est certains qui nous en parlent tous les deux, très en rapport. Alors, est-ce qu'on peut peut-être élaborer un petit peu la structure? C'est... Alors la structure, il y a plusieurs structures en fait qui sont importantes dans la rhétorique. Il y en a une qui est globale en quelque sorte, qui serait de l'ordre de l'introduction d'une idée, peut-être du développement de celle-ci, d'une tentative de réfutation, de l'ordre de l'antithèse, pour au final, dans la conclusion, amener tout ce qui est résumé peut-être et conclure en effet sur... Voilà, aux lumières de ce qui a été présenté. Donc ça, c'est une des structures globales, mais aussi des structures plus... Dans votre tête, vous faites déjà le parallèle avec une forme sonate, par exemple. Vous dites la forme sonate aussi, elle a la présentation des thèmes, la narration, n'est-ce pas, enfin, la réfutation. Pendant le développement, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qui se passe avec ces thèmes? On raconte ce qui s'est passé. Et après, on revient, on conclut. C'est exactement, c'est vraiment parallèle avec la récapitulation dans la forme sonate, c'est vrai que c'est comme une conclusion. Clairement. Ouais, et je pense qu'on peut retrouver ce genre de structure dans plein de formes musicales différentes. Même dans le rock, on a souvent une intro, vraiment, après le refrain il pourrait être vu comme l'idée principale, et puis les couplets comme des élaborations sur ces idées-là, c'est assez souvent une structure qu'on retrouve. Et quand on parle de structure, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que la structure ne se trouve pas qu'à un niveau macroscopique comme ça, dans l'ensemble du morceau, ou bien voire de plusieurs morceaux dans un cycle, mais aussi de façon plus microscopique, dans les structures d'une phrase. Et ça, c'est peut-être là où la comparaison entre la musique et le langage, c'est peut-être là qu'il y a des liens parmi les plus intéressants au niveau de la syntaxe, en fait. Mais peut-être qu'on en verra on va développer tout ça plus tard. Pour revenir brièvement à la rhétorique, c'est amusant de voir que dans les principes des anciens Grecs, etc., des Romains, il y a la mémorisation
Alors on imagine, on se dit à l'époque, ils devaient avoir des tablettes de cire et ils ne devaient pas avoir 36 possibilités de prendre des notes, n'est-ce pas, comme on a maintenant. Donc la mémorisation était une chose tout à fait importante. Et ils avaient même des méthodes pour ça. Tu parlais hier de la méthode de Cicéron. Exactement. Ça s'appelle la méthode des loci, c'est-à-dire la méthode des lieux. Où en fait Cicéron et d'autres orateurs avant lui et après lui s'imaginaient pour mémoriser leurs argumentations, leurs discours, qu'ils traversaient un palais qu'ils connaissaient bien et où chaque pièce correspondait à quelque chose qu'ils voulaient dire. Donc ils commençaient en entrant dans le vestibule, ensuite ils allaient dans la salle de séjour, la cuisine, etc. Ils traversaient le palais dans leur tête et ça leur permettait de mémoriser bien plus efficacement qu'autrement leur discours, mais ça peut s'appliquer aussi à la musique. Je me demande si on pourrait pas utiliser ce système aussi pour dire tiens, là, oui, alors là, la sonate, le premier thème, puis après où est-ce qu'on va. Ouais. Il y a quelque chose, je pense, peut-être à reprendre dans notre... Je crois qu'il y a plusieurs psychologues qui sont intéressés à cette technique et ça fonctionne vraiment très bien. Du coup, je serais intéressé de voir comment ça fonctionne pour la musique. Oui, ça, on pourra certainement en discuter aussi. Donc, la mémorisation, je pense que aussi vous êtes appelé quand même à mémoriser ce que vous jouez en solo, bien sûr, et sans doute, la plupart d'entre vous se sentent aussi plus libres de jouer, de s'exprimer quand la musique est bien dans la tête, si on peut dire. Et là, la dernière chose, elle est très évidente pour nous, c'est l'une des dernières lois de la rhétorique, c'est l'exécution. Alors ça, c'est les effets de manche, c'est la voix qui monte et qui descend, le volume, n'est-ce pas, aussi bien que l'accentuation. Et là, il y a des parallèles qui sont tout à fait évidents avec la musique, bien sûr, puisque nous aussi, nous cherchons à augmenter un petit peu les effets pour que ça soit vraiment bien perçu dans une grande salle, par exemple. Ouais, alors là, je pense que le parallèle le plus fort que je vois, c'est que dans la musique classique en particulier, et comme dans le langage, on a des textes qui peuvent être compris indépendamment en quelque sorte d'une exécution, justement d'une véritable exécution réelle plutôt qu'imaginée dans sa tête. Mais si on n'a pas toutes les autres informations, tous les autres signes qui accompagnent l'exécution et qu'on a seulement le texte, on a beaucoup plus de difficultés à comprendre en fait ce qui se passe. Et c'est la même chose quand on s'envoie des SMS ou des emails, qu'on n'a pas le ton de la voix, qu'on n'a pas les gestuels, qu'on n'a pas le regard de la personne qui nous parle. Il y a beaucoup de choses qu'on perd en fait et qu'on a plus de mal à saisir. Et je pense que dans la musique c'est pareil. Et les musiciens, peut-être, des fois, ils oublient qu'il n'y a pas que le texte, il n'y a pas que les notes, mais il y a tout ce qui est visuel, tout ce qui est de l'expression non acoustique ou non verbale qui peut participer à la compréhension et à l'expression. C'est vrai que c'est un point sur lequel on peut mettre des bases, parce qu'il y a quand même des très très grands musiciens, pour prendre par exemple Heifetz, le violoniste, qui avait toujours un visage impassible. Moi j'ai été aussi, j'ai eu la chance de connaître le violoncelliste Janos Starker, qui lui aussi, il n'y avait pas un muscle de son visage qui bougeait, mais par contre son corps, oui, son corps, ça c'est très important, l'aspect corporel, et puis alors surtout ce qu'il disait avec la musique, ça c'était vraiment tout à fait impressionnant. Et je pense que de rechercher cette sobriété, elle est parfois même au contraire plutôt favorable à la réception du message musical que certains musiciens qui vont se mettre à faire des simagrées un peu trop appuyés. Bon, peut-être ça dépend du morceau. Aussi, peut-être, sans doute. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas que le texte. Voilà ce qu'on est en train de dire. Exactement. Et puis la prosodie, quand je lis un texte, si je le lis avec une voix parfaitement monotone, ça fait aussi partie des éléments, disons, je peux respecter parfaitement le texte, mais j'apporte pas grand chose d'autre. Et puis là, je suis sûr que les grands interprètes sont obligés de faire une interprétation qui va au-delà des notes évidemment qui sont écrites sur le papier pour pouvoir amener quelque chose, faire comprendre au public là où ils vont. Oui, c'est sûr. Mais justement, en fait, pourquoi on fait ça et en quoi ça peut vous intéresser, nous musiciens? C'est que, en fait, notre but quand on joue quelque chose, c'est qu'on espère capter l'attention de l'auditoire et la garder. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que moi, je sais que, pour prendre un exemple, j'ai été souvent vraiment très impressionné
de Daniel Barenboim, qui se met au piano, joue une sonate de Schubert, et les sonates de Schubert c'est long, les pianistes savent, et vraiment je ne sais pas comment il fait, mais on l'écoute du début jusqu'à la fin. Et sans perdre une seconde, parce que c'est tellement intéressant ce qu'il fait. C'est intéressant sur au niveau de la prosodie, justement, certainement. C'est très intéressant aussi au niveau de la structure, parce qu'il a toute la structure dans la tête. Alors il sait très bien qu'il faut nous amener de là jusque là, et qu'ensuite on va aller là, alors on le suit. Et tout ça, ça m'a fait un peu réfléchir, justement, et je me suis dit que certainement du côté des parallèles qu'il y a entre notre art et le langage, et l'utilisation que font du langage les très bons acteurs ou les très bons orateurs, il devait y avoir des choses dont nous pouvons nous inspirer. Voilà, c'est tout. Pour rebondir sur ce qu'on disait avant, à savoir qu'il y a 3 règles principales dans la rhétorique qui sont étudiées, celle de la structure, celle de la mémorisation et celle de l'exécution. En fait, elles sont liées très fortement. Ces trois aspects sont liés très fortement. Et peut-être pour pouvoir réussir à captiver le public lors des 30 minutes que dure une sonate de Schubert, il faut vraiment avoir mémorisé la structure pour l'exécuter de façon claire. Et je pense que la personne elle peut pas seulement lire la partition mesure par mesure et suivre note à note ce qui se passe pour réussir à atteindre ce niveau de clarté. Il faut avoir le palais et toutes ces chambres en tête avant de pouvoir... C'est la même chose qu'un orateur. Un orateur aussi, il sait où il va, il sait où il veut nous emmener. On a parlé de la structure, des phrases. Et je pense que nous aussi, musiciens, c'est très important de comprendre les phrases musicales, où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles s'arrêtent, et de quelle forme est-ce qu'elles ont, où se trouve, il y a toujours, dans chaque phrase, finalement, il y a toujours une note clé, si tu veux, qui est un peu la clé de voûte du tout. Déjà, prendre conscience avoir devant soi, c'est vrai, devant les yeux, la structure totale de ce qu'on présente, et au fur et à mesure, la structure des différentes parties et des différentes phrases. Il y a les 2 aspects qui sont communs à la langue et à la musique. Il y a le rythme et la mélodie. Alors le rythme, dans le langage, c'est l'accentuation. Et la mélodie, dans le langage, c'est la prosodie, c'est-à-dire la manière dont on parle, en essayant de donner un contour intéressant et varié à ce qu'on dit. Alors, pour commencer, le rythme, l'accentuation, elle est très importante, n'est-ce pas, dans le langage? Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend exactement par accentuation? On va dire peut-être qu'on devrait dire, plutôt qu'accent, on devrait dire les appuis, c'est ça? Dans une phrase, dans un mot. Oui, il y a différents types d'accentuation qui sont faites, mais un parallèle intéressant que je trouve à faire avec la musique, c'est que, par exemple, les francophones ont du mal à respecter correctement les accentuations. Personnellement, c'est un problème en anglais, ou en allemand, ou en italien, parce que, voilà, dans la langue française, on a tendance à accentuer seulement les dernières syllabes des mots, alors que dans ces autres langues, les accents peuvent être irréguliers. Et je pense que... il y a des parallèles intéressants avec la musique, et je sais qu'il y a des études qui ont été faites que les langues, par exemple, les compositeurs qui parlent anglais ont tendance à créer des rythmes dans leur composition qui se rapprochent plus des rythmes de la langue anglaise. Et même chose pour les Russes, pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Français. Donc ça, c'est un parallèle intéressant. Et ça, je pense que ça nous intéresse ça beaucoup, parce que, par exemple, moi-même, je n'étais pas vraiment conscient du fait que au XVIIIe siècle, par exemple, la musique classique viennoise, on dit donc Haydn, Mozart et les Beethoven de la première période, ces compositeurs dans leur musique, ils ne parlent pas vraiment allemand, ils parlent italien. En 2 mots, les linguistes ont à un certain moment classé, d'après ce que j'ai lu, les langues un peu en deux groupes. Et alors il y a les langues, ce qu'ils appellent les langues à swing, qui sont l'anglais, l'allemand, je n'ai pas besoin de vous expliquer. L'anglais, évidemment, il y a des accents qui sont très forts, des syllabes souvent qui sont très longues, et donc il y a la différence entre les syllabes longues et les syllabes courtes, parce que parfois on enlève carrément la voyelle, quand on dit isn't it, par exemple, il n'y a plus de voyelle. Donc cette alternance de voyelles longues et courtes, elle est très typique de l'anglais, aussi de l'allemand,
et dans certains groupes de langues. Par contre, nos langues à nous, le français, l'espagnol, etc., elles sont beaucoup plus planes, la longueur des syllabes est beaucoup plus semblable. Et donc, c'est ça que tu étais en train de dire, c'est vrai que on retrouve ça, enfin il y a des scientifiques qui font des mesures très précises, qui retrouvent ces mêmes choses dans les mélodies françaises et les mélodies anglaises. Donc c'est comme... Je change légèrement de sujet, oui. Je n'oublie pas qu'on parlait des rythmes et des mélodies, mais ça me fait penser au phénomène des langues maternelles, qui est très étudié aussi par les linguistes, selon lequel il y a une période critique d'apprentissage, en quelque sorte, où on n'est plus à même d'intégrer les sons d'une langue. C'était environ jusqu'à notre 10e année, quelque chose comme ça. Après, si on apprend une langue, après cela, on va garder l'accent de la langue maternelle. On peut ne pas avoir d'accent si on apprend plusieurs langues quand on est enfant, par exemple. Et je pense qu'en musique, c'est quelque chose qui me turlupine. Et il existe des phénomènes semblables. À savoir, je pense que c'est peut-être pas à la même période, mais clairement, les gens qui ont écouté beaucoup de musique baroque, qui ont écouté beaucoup de musique de la Renaissance, qui ont écouté beaucoup de rock, qui ont écouté beaucoup de rap, ont développé des capacités d'écoute et d'expression qui sont différentes à cause de cela. Et puis je pense que dans le rythme, ça peut être... Oui, on dit que dans la perception... c'est notable. Oui, c'est vrai. On dit que notre perception de la musique, elle est en fait très influencée par la connaissance, par notre langue maternelle. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à segmenter aussi bien des phrases parlées que des phrases musicales, selon les habitudes de notre propre langue maternelle. Et il y a ce phénomène-là, mais celui aussi auquel je pensais, c'est que la musique peut être considérée comme un ensemble de langues différentes. Et je pense que c'est pas faux de dire que la musique de la Renaissance, très modale, c'est une langue différente que celle dont on a l'habitude aujourd'hui, qui est très tonale, basée sur vraiment des accords verticaux, alors qu'à l'époque c'était vraiment des contrepoints horizontaux. C'est deux syntaxes, deux façons d'organiser les sons qui sont vraiment différentes, avec des règles différentes. Les règles de Palestrina, c'est pas les mêmes règles que Mozart, c'est pas les mêmes règles que dans le jazz aujourd'hui, etc. Ça évolue, et c'est aussi ça que je voulais dire par rapport aux langues maternelles, c'est que je pense qu'il y a des phénomènes de langue musicale maternelle, pas seulement de langue parlée, verbale maternelle. Voilà, alors donc en bref, pour ne pas trop prolonger, la mélodie, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que les langues à swing, pour les nommer comme ça, elles ont aussi des variations de hauteur beaucoup plus importantes que nos langues à nous. Donc on retrouve ça, on dit que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus accentué, beaucoup plus fortement accentué. Ça peut aider à la compréhension du public de souligner, de bien marquer certaines des caractéristiques des phrases musicales que nous jouons. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des analyses de Schenker, les réductions. Peut-être, oui, vous connaissez Schenker. En analyse, peut-être que vous avez suivi les cours d'analyse ouais, les Ursatz, où en fait, lui, son idée, c'était que certaines phrases musicales, on peut essayer de les réduire à des notes qui sont des pivots. Oui. Et le reste, ce serait plutôt des ornementations, des choses qui peuvent changer dans les variations. Et ces pivots-là, c'est comme dans le langage, les mots les plus essentiels d'une phrase. C'est-à-dire que je pourrais enlever tout un tas d'adjectifs ou d'adverbes dans ma phrase et quand même véhiculer le sens primaire que j'ai envie de vous donner. En musique, il y a quelque chose de semblable. Et c'est vrai que d'être capable de repérer ces notes, que ce soit intuitivement ou par l'analyse, ça peut aider à faire comprendre quel est le sens en fait, que ça a, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, même si ce n'est pas un sens littéral, il y a un sens musical qu'on peut mieux exprimer une fois qu'on sait quels sont les pivots. Tout à fait, je pense qu'on ne peut pas dire mieux.
son impression, à suggérer peut-être une ou deux choses. Alors, à toi, si tu as envie de, par exemple, d'expérimenter une chose ou une autre. Après, faut savoir que je suis pas du tout. Justement, c'est l'intérêt. Oui, ouais, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais par contre, ce dont j'ai l'habitude, c'est de jouer de la musique avec mes amis dans le groupe de rock. Et quelque chose qu'on fait assez souvent quand on cherche l'inspiration, c'est s'imaginer une situation, en quelque sorte, pour laquelle la musique pourrait être une bande-annonce ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être en image, les notes qu'on joue. Et moi, dans cette pièce, en général, pour les 3 mouvements, j'ai imaginé vraiment 2 amis qui, d'abord, parlent de sujets comme ça, en échangeant l'un après l'autre quelques informations assez, pas forcément renversante, quoi, que c'est une conversation normale, tranquille, quoi. Alors que dans le deuxième, là, c'est plutôt quelqu'un qui vide son sac, qui se plaint, qui a un problème de cœur, quelque chose comme ça, puis l'autre le rejoint au milieu du morceau. Et dans le troisième, là, c'est plutôt comme s'ils étaient trépignaient d'impatience en préparant un plan pour, je sais pas, une fête qu'ils organisent ou un voyage qu'ils vont faire ou quelque chose comme ça. Du coup, je me demandais ce que vous pensiez déjà de ça, et si cette image pourrait vous amener à interpréter les choses différemment si vous ne l'aviez pas eu par le passé ou quoi, ça m'intéresse. Je me demandais pour le premier, parce que j'avais entendu une interprétation de ce morceau qui était un peu plus rapide et où du coup la conversation que pouvaient avoir ces deux instruments était sur un thème peut-être plus réjouissant que là comme vous l'avez interprété, où c'était plus posé. Si on imagine que chaque note est une syllabe, la conversation que vous auriez eue, elle était vraiment un peu genre oui, alors blabla, comme ça, avec ce rythme un peu comme ça, un peu lent, alors que l'interprétation que j'avais eue par le passé, c'était ah, comment vas-tu, Charlie? J'imagine que des gens à court, vous voyez, qui prennent leur temps et on n'a pas parlé, mais moi aussi j'imaginais exactement d'essayer de donner un côté court de roi de France. Ouais, noble, comme ça. C'est aussi pas parce que sinon après c'est vrai que ça fait musique italienne si on fait rapide, rapide. Alors il y a un peu, mais c'est vrai que c'est juste écrit en Dante. Alors en Dare on peut marcher vite ou on peut marcher lentement. Mais ça va être très clair. C'est vrai que c'est... Ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on entendait peut-être plus de... Enfin, il y avait plus de différences du coup dans les phrases, comme elles étaient jouées par les 2 violoncelles. Et je trouve intéressant parce que c'est comme s'il y avait du coup 2 caractères différents qui discutaient plutôt que des personnes qui se ressembleraient plus comme dans la première interprétation. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant.